Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Bon, alors je sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que alors il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Il y a des Nicolas dans la salle. Mais je le connais. Non, mais attendez, je le connais pas, le Nicolas. C'est pour ça. Nicolas. Quand on regarde cet extrait, on se demande vraiment comment Mélenchon peut être à ce point ignorant sur ce sujet. Nicolas qui paye est parti d'un simple mème sur Twitter et a ensuite très vite dépassé le stade de la blague. Ce Nicolas qui paye est devenu le symbole d'un ras-le-bol, celui d'une génération active qui bosse, qui cotise, se lève tôt et qui commence sérieusement à se poser des questions. À quoi ça sert de payer tout ça? Pour quel résultat? Où va mon argent? L'État est-il réellement transparent concernant la dépense publique? Ce personnage a cristallisé toutes ces questions en donnant un visage à une véritable colère, celle contre un État qui prélève beaucoup, mais qui rend de moins en moins. Ça, c'est pour moi. Depuis quelque temps, certaines langues se délient, on ose dénoncer les failles du système redistributif, des subventions excessives, des aides mal ciblées et une fiscalité de plus en plus illisible. Ce qui n'était qu'une tendance sur les réseaux est maintenant devenu crédible car reprise par des économistes, des politiques, voire des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce malaise, pourquoi ce ras-le-bol explose maintenant, pourquoi cette tendance a connu un tel succès et pourquoi la confiance se perd entre les Français et l'État. Pour comprendre d'où vient ce phénomène, il faut remonter à environ 2015. Un courant a commencé à planter ses germes à cette époque, à la fois sur internet et petit à petit dans les médias traditionnels. Ce mouvement a comme credo la critique des boomers. Ok, boomer. Les boomers, pour rappel, désignant les membres de la génération des baby boomers, une génération née après la Seconde Guerre mondiale, qui a aujourd'hui plus de 60 ans et qui a pu profiter des 30 Glorieuses, une période de forte croissance économique. Au tout début, c'est sur Twitter que se développe ce courant appelé anti-boomer. Son principal fondateur s'appelle Base Reality. Très actif sur Twitter, il se remarque par sa capacité à renverser le discours dominant en désignant les retraités plutôt que les chômeurs ou les locataires comme les principaux bénéficiaires du système redistributif et donc responsables de son déséquilibre. Sa formule choc est simple, le gros du problème social français n'est pas chez les assistés, il est chez les retraités. Venant du système libéral libertarien en bon jeune banquier qu'il est, il arrive à fédérer une communauté libérale sur les réseaux sociaux. Et avec la crise du Covid, le mouvement gagne en ampleur, se confirmant davantage avec son intellectualisation par certains spécialistes comme Maxime Sabailly ou des journalistes comme Eugénie Bastier. Par la suite, vers 2020-2021, le compte Sidounours, aux 26 000 abonnés, fait un tweet ironique en réaction à un message de Nicolas Moreau, un haut fonctionnaire et expert économique. Ce dernier vantait la gratuité d'un service public, ce à quoi Sidounours a répondu « C'est gratuit, c'est Nicolas qui paye ». Instantanément, le tweet marque une idée puissante. Derrière la gratuité affichée par l'État, il y aurait toujours un contribuable, et donc souvent un honnête jeune actif imposé. Ainsi, très vite, ce fameux Nicolas devient une figure presque universelle aux caractéristiques simples. Jeune, actif, imposé lourdement, sans capital ni héritage et qui voit ses efforts absorbés dans un système dont il ne profite pas encore. Et enfin, en 2022, le compte Bully, surnommé Bully, donne une tournure plus identitaire à la tendance en illustrant le contrat social inversé. Nicolas finance à la fois Bernard et Chantal, 70 ans, et Karim, 25 ans. Bernard et Chantal incarnent les retraités privilégiés moyens habitant en France, accusés de profiter d'un système généreux qu'ils ont figé pour eux-mêmes et qui pèse aujourd'hui lourdement sur les générations plus jeunes. Ce tweet résume assez bien les convictions de Bully. Quand Bernard et Chantal revendent à Nicolas l'appartement parisien qu'ils ont acheté 350 francs avec leur job d'été en 1970. Karim, lui, incarne le jeune immigré assisté, vivant dans des quartiers populaires. Il représente le poids de l'assistanat dans un système jugé trop redistributif et trop accueillant envers l'immigration. En clair, le contrat social inversé, selon Bully, c'est Nicolas paye, Bernard et Chantal encaissent, Karim reçoit. Et en même temps, parfois, Bernard et Chantal veulent des Karim. L'immigration est une chance pour la France. Eh ben, c'est pas une malchance en tout cas. J'aimerais qu'il y en ait davantage. C'est vrai? Et avec ça, le compte X Nicolas qui paye est créé et dispose quand même de plus de 30 000 abonnés. Il poste régulièrement des mèmes de tout type sur les dépenses publiques, comme par exemple ce tweet posté le lendemain de la fête de la musique, dénonçant le saccage que Paris a connu durant cet événement. Le hashtag Je suis Nicolas a fait aussi son apparition sur X, devenant même le mot le plus tapé sur le réseau. La tendance venant de Bully est donc devenue un vrai phénomène qui touche un public très large, allant de certains milieux économiques à des journalistes et hommes politiques comme Éric Ciotti.
Comme souvent avec les figures populaires, que ce soit dans les films ou sur les réseaux, si elles marchent autant, c'est qu'elles racontent quelque chose de notre époque. On s'y reconnaît, on projette nos galères, nos frustrations. Alors au fond, qui est vraiment Nicolas et pourquoi a-t-il autant de succès? Au final, Nicolas incarne une forme de frustration que beaucoup de Français ressentent, un ras-le-bol fiscal qui dure depuis trop longtemps. Il est généralement assez honnête. Et décide de respecter les règles de la société. En tant que jeune déjà lourdement ponctionné par l'État, il peut finir par perdre foi en l'avenir en se disant qu'il ne parviendra jamais à échapper à ces prélèvements excessifs. Il remarque par exemple que l'argent qu'on lui impose est mal redistribué. C'est ce que nous expliquait Benoît Perrin, le directeur de contribuables associés sur VA+, en novembre 2023. Ce qui exaspère les Français, c'est qu'encore une fois, ils ont l'impression de payer très cher un service public qui n'est pas rendu. Et non seulement ils paient cher ce service public, et en plus on leur demande de payer des prestations privées très chères. Alors justement, on va en parler parce qu'on ne va pas regarder un extrait cette fois, on va regarder un visuel qui concerne la répartition des dépenses publiques. On découvre que sur 1000 €, seulement 60 € sont consacrés aux fonctions régaliennes, donc c'est-à-dire la défense, la sécurité et la justice. Alors pendant la crise des Gilets jaunes, il y a le Trésor qui a sorti une note très importante. Il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, à la base, c'est quand même une révolte fiscale. Et le Trésor a sorti une note qui permettait effectivement de comprendre à quoi servent 1000 € de dépenses publiques. D'ailleurs, le ministre du budget, il y a quelques mois, donc Gabriel Attal, a sorti un même site que fait-on avec nos impôts, où vont nos impôts. Et je crois qu'il y a deux chiffres qui sont fondamentaux dans cette explication. Le premier, c'est la répartition du budget. En gros, l'État, au sens général, dépense 1600 milliards d'euros par an. Sur ces 1600 milliards d'euros par an, il y en a 50% qui sont en fait de la redistribution, c'est-à-dire des prestations sociales. Donc ça, c'est fondamental parce que si on veut attaquer le budget de l'État, si on veut faire des économies, si on veut que le contribuable s'y retrouve, il n'y a pas le choix, il faudra avoir une réflexion très, très fine et surtout très forte sur cette partie de la sphère sociale. Donc ça, c'est le premier chiffre, 50% de budget de l'État, c'est de la redistribution. Deuxième chiffre important, vous venez de le signaler, c'est cette partie infinitésimale en quelque sorte que vous venez de donner, 60 € sur 1000 € de dépenses publiques, est consacré aux fonctions régaliennes. Et là, on en vient à se demander finalement à quoi sert l'État. Et comme il nous l'expliquait aussi en janvier, cet argent est aussi redistribué à des personnes qui ne le méritent pas, du fait d'un système qu'on remarque inefficace. Je tape dans la CAF, oui je touche le RSA, maintenant j'ai des business sur le côté. Mais tu vis pas en France pourtant. Non, je vis à Miami. Mais comment tu peux taper dans la CAF, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? Parce que j'ai aussi une adresse en France. Ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. Avant de revenir sur l'ampleur du phénomène que représente ce genre de fraude, est-ce que cet influenceur qu'on vient d'écouter, dans le fond, il a pas un peu raison? Eh bien, j'ai tendance à dire, malheureusement, il a raison. Mais je veux dire, si vous distribuez des billets de 100 € dans la rue, vous n'avez pas accusé la personne qui accepte les 100 € et qui se carapate chez lui pour éviter d'être attrapé. Il est évident que quand on nous donne des cadeaux en quelque sorte, ou quand on construit un système qui permet les fraudes et qui permet aussi les abus, il n'est pas étonnant qu'un certain nombre de personnes justement en profitent et construisent une vie en fait en quelque sorte sur le dos des honnêtes gens qui eux travaillent durement et qui gagnent finalement pas toujours très très bien leur vie. Selon l'historien Frédéric Tristram, cette défiance envers l'État qu'incarne Nicolas est dans la continuité d'une tradition française ancienne qui existait déjà dans les années 2010. En 2012, il y avait les Pigeons, un mouvement d'entrepreneurs protestant contre une réforme fiscale jugée défavorable aux créateurs d'entreprises. Ensuite, il y a eu les Bonnets Rouges en 2013 qui protestaient contre l'écotaxe sur les transports routiers en Bretagne. Et puis en 2018, le mouvement des Gilets jaunes est d'abord né d'une contestation contre la hausse des taxes sur le carburant et qui a rapidement pris de l'ampleur pour dénoncer plus largement le coût de la vie et les inégalités sociales, devenant le mouvement national qu'on connaît. La France étant un pays très redistributif depuis plusieurs dizaines d'années, la contestation du système a toujours existé. Mais depuis maintenant quelques mois, il semblerait que les Français en ont vraiment marre. Par exemple, l'eurodéputée Sarah Knafo avait dénoncé en février 2025 l'argent que prenait l'Agence française du développement aux Français. Pour rappel, l'AFD est une institution financière française chargée de mettre en œuvre une politique de développement et de solidarité internationale de la France. En gros, elle est censée aider d'autres pays, sauf que parfois, elle utilise l'argent des Français. Et ça, Sarah Knafo a tenu à le faire remarquer. Elle accusait l'AFD de financer avec l'argent des contribuables français des projets à l'étranger qu'elle juge inutiles ou idéologiquement orientés. Vous parlez
parlé tout à l'heure de soft power, du fait de pouvoir faire rayonner la France. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui, l'aide publique au développement, c'est bien plus le woke power que le soft power. Moi, j'ai analysé ça très précisément. J'ai téléchargé la liste de tous les projets depuis 20 ans. Quand vous regardez cette liste et que vous essayez de trier les projets selon les mots-clés, vous vous apercevez que les projets qui reçoivent le plus de subventions, c'est ceux qui contiennent le mot genre. 843 millions d'euros pour les projets qui contiennent le mot genre, les mots inclusifs, les mots inégalité. Quand vous cherchez les projets avec le mot faim, vous savez combien il y en a, Aurélien Taché ? Non, j'ai pas fait cette recherche, mais je la ferai. 0. Avec le mot terrorisme, 0. Avec le mot clandestin, 0. Donc quand on nous dit que l'aide publique au développement, quand on veut nous faire croire que ce serait pour lutter contre les famines et la faim dans le monde, on nous ment. Mais étonnamment, dans les semaines suivantes, la polémique prend tellement d'ampleur que le gouvernement annonce en avril 2025 une coupe de 2 milliards d'euros dans le budget de l'aide au développement pour 2025. On peut dire que pour une fois, le gouvernement a écouté les Français. D'ailleurs, depuis cette polémique, le journal du dimanche, JDD, a consacré beaucoup de ses numéros dans la dénonciation des dérives de la dépense publique. Ils avaient essayé d'identifier où allait l'aide publique au développement qu'on appelle APD, dont parlait Sarah Knafo dans un numéro sorti en février. Cet APD qui désigne donc tous les financements publics donnés par les États riches à des pays considérés comme en développement. Parmi ces pays, il y a par exemple le Mali, le Sénégal, l'Irak ou encore le Vietnam. En 2022, cette aide s'est élevée à pas moins de 15 milliards. Elle a donc connu une augmentation de 50% sous Emmanuel Macron entre 2017 et 2022. Un autre numéro titré « Les vrais chiffres du désastre français ». Il détaillait en gros le poids de l'impôt, la dette abyssale ainsi que le déficit commercial qui n'aide pas à la souveraineté du pays. Un numéro sorti en avril revenait sur toutes les gabegies de l'État. Il montrait à quel point l'argent des Français passait dans des dépenses inutiles et clientélistes. Par exemple, il pointait du doigt le fait que l'État finance des associations qui freinent ses propres politiques migratoires. Plus de 9 millions d'euros seront versés en 2025 à des associations qui s'occupent d'assister juridiquement les étrangers en CRA. Sauf que ces associations sont souvent contre les expulsions. Bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Exemple concret, l'association la CIMAD avait été rappelée à l'ordre pour avoir mis une affiche dans un centre de rétention qui disait « La France déporte ». On peut aussi évoquer la Croix-Rouge, accusée d'avoir décollé des affiches d'otages israéliens après le 7 octobre et qui bénéficie de 40 millions d'euros d'aide par an. En calculant d'ailleurs combien coûtent les associations subventionnées, les institutions publiques détournées comme France Télévisions ou le cinéma, et enfin la destruction de valeurs induite par les idées progressistes comme la bureaucratie ou la criminalité, l'ancien journaliste de Valeurs Actuelles Vendry de Guerpel est arrivé à la somme de 7,8 milliards qui coûterait aux Français. Et tout ça pour des valeurs qui ne sont pas les leurs quand on sait par exemple la tendance anti-immigration ou le ras-le-bol du wokisme que partagent beaucoup de Français. Exemple, le non-succès en salle du film Toutes pour une. Concernant Sarah Knafo, on peut aussi noter son combat contre l'audiovisuel public qu'elle juge en inadéquation avec les valeurs de la majorité des Français qui pour la plupart subventionnent les médias du service public. Demandez aux Français s'ils veulent continuer de payer avec leurs impôts les humoristes de France Inter qui, pour la plupart, les insultent à longueur de journée et les méprisent. Demandez aux Français s'ils veulent continuer de payer pour du divertissement sur France Télévisions. Moi, par exemple, j'adore Fort Boyard. C'est très bien, j'ai regardé ça depuis que j'étais enfant. Est-ce que c'est normal de payer ça avec nos impôts ? C'est évident que non. Est-ce que c'est normal de payer un abonnement forcé de 83 € par personne ? À mon sens, la réponse est très claire. Si on posait la question aux Français, je pense qu'ils répondraient la même chose. En 2022, Éric Zemmour avait d'ailleurs pointé du doigt l'impartialité des chaînes publiques sur France Inter. Vous êtes effectivement des représentants de la pensée de gauche, de la France de gauche. Tous les Français le savent, vous savez, tous les Français le disent et il suffit de vous écouter. Donc j'estime que vous ne remplissez plus votre rôle de service authentiquement public et national. Les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement. Pour le dire L'audiovisuel public est un bon exemple qui montre à quel point la confiance entre les Français qui cotisent et le gouvernement, c'est pas joli. Comme l'a dénoncé le journaliste du JDD Jules Torres, l'audiovisuel public a atteint la somme astronomique et historique de 4 milliards d'euros. Et tout ça alors même que les audiences sont faibles, qu'il y a eu pas mal d'erreurs sur la chaîne de France Info et que le numérique a connu plusieurs flops. Depuis 2022, la redevance audiovisuelle a été supprimée. Elle consistait à faire payer 138 € par an chaque ménage qui souhaitait avoir la télé chez soi. Même si on demandait aux Français de payer, ça permettait aux gens de savoir ce qu'ils payaient et pourquoi. Il y avait logiquement une sorte de transparence dans ce procédé. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement les Français qui veulent avoir la télé qui payent le service public, mais tous les Français puisque maintenant le financement passe par la TVA de façon indirecte. En gros, c'est simple, depuis maintenant 3 ans, même si tu regardes pas les chaînes du service public genre France 2 ou France 3, tu les finances quand même indirectement. Cette mesure était d'ailleurs proposée par le parti Reconquête, mais comme volonté ensuite de privatiser certaines chaînes publiques. La critique
politique de l'État qui prend trop d'impôts aux Français a aussi été défendue par des figures appartenant à d'autres partis politiques de droite, comme David Lisnard, le maire LR de Cannes. Marion Maréchal du parti Identité et Liberté a même évoqué Nicolas lors d'une interview sur CNews. Je me retrouve beaucoup dans Nicolas, donc il m'inspire du bien. Et pour finir cette vidéo, je vous propose un petit best-of des posts sur X dans lequel la trend Nicolas qui paye est apparue de manière cocasse. Si jamais vous souhaitez détendre l'atmosphère dans un groupe de discussion familiale, ayez ce petit gif en tête. Ça fait toujours plaisir. C'est faux bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Après une info tweetée du Parisien affirmant que les JO ont coûté 3 fois plus cher qu'annoncé, le président du parti UDR, Éric Ciotti, n'a pas pu s'empêcher lui aussi de participer au jeu. Le compte Tanassou nous a aussi rappelé comment fonctionne le contrat de l'audiovisuel en France avec un petit schéma facile à comprendre. Nicolas finance le CNC et la région Île-de-France qui finance directement le film Pro-Migrants, l'histoire de Soleiman. Nicolas qui paye sera toujours plus qu'une blague sur Twitter, car en réalité, il fait le pont entre deux traditions politiques. D'un côté, une critique radicale du socialisme étatiste qu'on retrouve chez Trump ou Milei dans la lignée libertarienne. Et de l'autre côté, une critique radicale du fiscalisme français incarné par une droite urbaine et moderne. Tout comme Nicolas, les Gilets jaunes étaient nés de la critique d'une taxe, mais la différence est que Nicolas, lui, n'est pas un perdant de la mondialisation. Il est jeune et urbain. Je suis jeune, dynamique. Il doit subir toutes les absurdités du système et jouer le jeu. Ce n'est plus la France périphérique qui s'indigne, c'est la France des jeunes actifs, ceux qui ont réussi, mais qui découvrent le coût réel de l'État. Bolchevique, sale bolchevique. Alors tous ces Nicolas tentent de s'exprimer, et le meilleur terrain pour cela semble être sur les réseaux sociaux. En effet, pour faire des blagues et se moquer d'une société absurde, la culture même est la plus adéquate. Mais si ce mouvement est sur les réseaux, c'est surtout parce que la classe politique n'ose pas vraiment en parler dans les médias traditionnels. Nicolas représente donc quelque chose de nouveau, un tournant idéologique qui n'a pas peur d'assumer ses convictions et qui révèle l'hypocrisie de certains politiques de droite. Reste à savoir maintenant si ce phénomène s'inscrira dans la durée ou s'il ne sera qu'une mode passagère.